Et voilà, voilà, c'est bon. Non, mais aujourd'hui, je vais vous faire ma deuxième vidéo sur les personnes neuroatypiques, les profils neuroatypiques, enfin en fait ce que moi j'appelle les neuroatypiques, c'est-à-dire les personnes qui se sentent différentes, en décalage, et ce que la psychologie et la société, en tout cas occidentale, et la psychiatrie ont appelé les personnes hypersensibles, HPE, pour le fameux haut potentiel émotionnel, mais aussi tous les noms. Au départ, c'était doué, puis c'est parti en surdoué, puis on a parlé de surnormaux ou supernormaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de haut potentiel, de HP pour haut potentiel, et maintenant même de haut potentiel intellectuel pour vraiment définir la chose via la lorgnette intellectuelle, et juste ça. En anglais, on parle de gifted, et il y a encore plein d'autres termes. Et pour moi, tous les termes sont mauvais. Certains parce qu'ils sont juste faux. Je pense que la dimension intellectuelle, elle est fausse. À propos de l'intelligence, je pense que ce n'est pas une question de supériorité intellectuelle. Ce n'est pas des gens qui ont une intelligence supérieure aux autres. Et le concept, enfin plus que ça, l'outil QI, donc quotient intellectuel, qui est un instrument statistique, une courbe de Gauss, une loi normale qu'on utilise depuis de nombreuses années malheureusement pour repérer à tort ce qu'on pense être les personnes que moi j'appelle neuroatypiques. Et en fait on arrive à en choper certains, à en évaluer certains avec cet outil, et on passe à côté de plein d'autres qui font du stress, de l'autosabotage, qui sont sensibles aux épreuves chronométrées, qui ont juste des profils qui ne sont pas scolaires, etc., etc. Aussi des personnes qui font du faux self, c'est-à-dire de la suradaptation, et donc du coup ils se sont parfois dans des logiques tellement de compensation, de suradaptation sociale en fonction de leur propre vie et de leur propre biographie, qui fait que qui ratent le test, ou alors qu'ils ont des résultats très fluctuants, ce que les psychologues appellent des résultats hétérogènes, etc. Donc bref, le QI et même la théorie qu'il y a derrière cet outil que je trouve ridicule, en tout cas qui est utilisé à mauvais escient, et cette théorie psychologique, puisque ça fait partie, c'est une des voies de la psychologie, ce qu'on appelle la psychométrie, pour moi, ne tient pas du tout la route. Et pour moi, donc, du coup, la question que je voulais vous adresser aujourd'hui, un peu dans cette deuxième vidéo, toujours un peu introductive, sur qui sont ces personnes différentes, bizarres, en décalage, neuroatypiques, ce que moi j'appelle neuroatypiques, mais qu'on peut retrouver sur tous les termes, HP, HPI, HPE, hypersensible, mais aussi le fameux TDAH, et encore plein d'autres termes, ou même chez des gens qui n'ont pas été catégorisés par ces espèces que moi je pense être des fausses catégories ou des mauvaises catégories psychologiques. Et c'est des gens qui sont passés à travers les mailles du filet, ou qui ont eu la vie plus ou moins facile ou plus ou moins difficile, mais qui n'ont pas été diagnostiqués d'une façon ou d'une autre par un psychologue ou un psychiatre. Et donc la question donc, que je veux adresser aujourd'hui, c'est qui sont ces profils? Et je ne vais pas vous étaler toutes les caractéristiques, je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Les caractéristiques, je veux dire comportementales, aussi au niveau du système nerveux, parce que ça touche le système nerveux, donc il y a des choses quand même biologiques, en tout cas je le crois. Et on a, j'ai l'impression, suffisamment de preuves que pour le prouver ou le montrer. Mais voilà, de nouveau, ça dépend comment on lit les preuves, etc. Mais on a quand même des IRM, ce qui est quand même assez des scans du cerveau, où on peut voir qu'il y a des cerveaux qui sont qualitativement différents quand ils font une même tâche. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux en termes d'intensité cérébrale. Et de nouveau, derrière, j'utilise le mot intensité cérébrale à défaut de trouver mieux. Il ne faut vraiment pas sous-entendre une supériorité ou une question de valeur, au contraire. Je pense vraiment que tous les êtres humains ont la même valeur, et qu'il faut justement pouvoir les aider, les aiguiller, et leur donner la bonne cartographie pour se comprendre et pour comprendre leur fonctionnement. En comprenant qu'il y a des profils différents d'un point de vue comportemental, émotionnel, sentimental, psychologique, mais aussi nerveux et même physiologique, et d'un point de vue un peu plus, disons, solide ou biologique, quoi. La différence existe, et plutôt les différences existent. Et moi, c'est vraiment dans ce sillage-là ou dans cette direction que je m'inscris. Et d'abord pour mon profil, parce que c'est comme ça que moi j'ai pu m'aider ou me retrouver à l'époque, quand ça n'allait pas bien dans ma vie. Il y a plus ou moins 10 ans.
Et puis après, maintenant, dans mon boulot, pour les personnes neuroatypiques, c'est évidemment dans cette direction-là que je m'inscris, quoi. Mais donc, du coup, voilà, de nouveau, la pensée en arborescence, je pars encore un peu dans tous les sens et c'est un peu en vrac. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous décrire les caractéristiques comportementales sur qui sont ces profils, en fait, neuroatypiques. Et il y a des sous-profils. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre un peu au début, quand on découvre la chose. Après, c'est pas si difficile. C'est plus une question de fonctionnement semblable, mais qui peut avoir des manifestations ou des représentations, ou même des contextualisations ou des biographies s'incarner dans une personnalité très très différente, à tel point qu'on peut avoir un ou une première de classe qui est très scolaire, mais qui stresse beaucoup, qui a des maux de ventre, qui peut potentiellement faire des trucs comme des troubles, des pseudo-troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, anorexie, boulimie, etc. Orthophagie et des trucs comme ça. Et on peut très bien avoir un profil pas du tout scolaire qui est diagnostiqué pseudo-hyperactif ou TDAH avec un pseudo, quand je dis pseudo, c'est que je n'y crois pas, hein, mais, ou en tout cas qu'il y a une autre explication à partir de la différence, mais qui a été diagnostiqué donc du coup par la lorgnette de la psychiatrie comme ayant un trouble du déficit de l'attention ou de l'hyperactivité ou un problème de concentration, etc. Et on peut encore avoir tout à fait d'autres profils, des sportifs, des musiciens, des gens moyens scolairement, mais ultra méga giga sensibles émotionnellement, et donc du coup qui pourront finir par exemple psychologues comme c'est le cas pour moi, mais ou d'autres choses, ou vétérinaires, ou des gens qui ont vraiment une sensibilité, une empathie vis-à-vis des gens, mais aussi parfois des animaux ou de la nature assez puissante et différente qualitativement en termes de puissance par rapport à la population normale, quoi. Et c'est vraiment pas une question de supériorité, donc je repasse un peu du coq à l'âne, mais ça me semble important de rebondir là-dessus. C'est vraiment une question de différence. Et là, moi je ne vais pas vous étaler dans cette vidéo, en tout cas, toutes les caractéristiques, mais si je ne devrais en nommer qu'une, si je devais vous donner la définition la plus claire et la plus succincte et rapide à dire et claire, en fait, après, je suis conscient que ce serait sans doute trop bref et ça peut laisser certains sur leur faim ou vous frustrer plus qu'autre chose. C'est pour ça que je ferai d'autres vidéos en aval de cette vidéo pour vous expliquer un peu davantage qui sont ces profils. Ça peut malheureusement pas se comprendre en un claquement de doigts non plus. Mais la caractéristique la plus importante, c'est que ce sont des gens différents. C'est pas des gens, donc sur un plan horizontal. Et c'est pas que ce sont des gens mieux ou moins bien sur un plan vertical en termes de valeur. C'est pas non plus une question d'intelligence ou de QI, contrairement à ce que pense la psychologie, c'est-à-dire la discipline de la psychologie, et donc les psychologues qui la pratiquent, malheureusement encore beaucoup, hein, on pseudo-diagnostique des neuroatypiques, donc des gens différents, par le fameux 130 de QI, réussi ou raté, hein, encore partout en France, en Belgique et dans le monde, en tout cas occidental. Et c'est une énorme sottise, en tout cas moi je le pense. Ce sont des gens qui n'ont pas remis en question les fondamentaux de la psychologie et donc du QI, qui est bêtement un instrument statistique qui ne doit pas servir à pouvoir évaluer les gens différents, puisque par définition c'est une loi normale. Donc c'est-à-dire qu'on pose de façon a priori que les gens qu'on va mesurer, qu'on veut mesurer, sont normaux, alors qu'en fait ils ne le sont justement pas qualitativement. On se trompe en fait, si vous voulez, d'outils, et donc du coup on conclut, on est bloqué dans une sorte de sens unique qui concrètement ne permet pas de les aider. C'est pour ça que les gens font des QI, passent des tests de QI, je veux dire, à gauche, à droite, chez les pseudo-professionnels, hein, des gens qui paraissent sérieux mais en fait ne le sont pas, et qui curieusement sont eux-mêmes concernés aussi, mais bon, ça ce sera peut-être pour une autre fois. Je ne vais pas vous faire trop peur non plus dès le début, mais ça ressemble à rien puisque ça ne leur permet pas d'aller mieux, ou temporairement ça restaure leur confiance en soi, mais l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance si vous voulez, mais d'une façon un peu plus pérenne, c'est pas vraiment ça, mais je vous l'explique comme ça pour que vous me compreniez, n'est pas du tout restauré. Le sentiment de décalage, de bizarrerie, cette hypersensibilité, la suradaptation sociale vis-à-vis des autres, les problèmes relationnels au niveau des amitiés, des copains, parfois l'isolement pour certains, le rejet, l'humiliation, voire la manipulation pour d'autres, et encore plein d'autres caractéristiques ne sont pas expliquées via cette lorgnette du QI. Au contraire, elles sont gommées, et c'est pour ça qu'il y a des témoignages qui ressortent à gauche, à droite, et qui disent ben écoutez, moi j'ai passé un test de QI chez un psychologue, où je me suis fait évaluer HPI, c'est-à-dire au potentiel intellectuel, ou anciennement surdoué, et ça ne m'a pas aidé du tout, etc., etc. Donc moi, mon but,
c'est pas de m'inscrire dans cette, dans cette théorie-là, puisque j'y crois tout simplement pas. Et je l'ai déconstruit. Je vous ferai certainement des vidéos pour vous expliquer comment on peut la déconstruire assez facilement, pour avoir une approche pragmatique, en fait, basée sur ce que ressentent les gens qui sont concernés ou qui seraient potentiellement concernés, quoi. Donc, tout ça pour dire que si je devais nommer qu'une seule caractéristique, ou plutôt vous donner une définition qui est la plus claire et la plus simple possible de ces personnes, que moi j'appelle neuroatypiques, mais qui se retrouvent dans plein de pseudo ou de fausses catégories psychiatriques ou psychologiques, comme le TDAH, l'hypersensibilité, les HP, les HPI, mais aussi il y a beaucoup de déprimés ou de gens en burn-out ou de gens bipolaires qui en fait sont concernés. Si pas potentiellement tous, mais ça c'est une question plus philosophique et on n'y viendra certainement pas aujourd'hui. Eh ben, la caractéristique, c'est quoi? C'est que ce sont des gens différents. Donc en fait, je vais utiliser d'autres termes et le mot différent, on met chacun un peu une connotation un peu propre et personnelle derrière les mots. C'est pour ça qu'il faut quand même les prendre avec des pincettes et je vais vous donner différents types de synonymes. Mais la seule et unique, ou la plus simple et la plus juste définition qu'on peut donner des personnes neuroatypiques, dont j'en suis l'exemple, si vous voulez un exemple là comme ça à chaud, mais il y en a plein d'autres, et même plus qu'on ne le pense. Ça reste une minorité de la population, mais il y en a plus qu'on ne le pense. Eh bien, ce sont des gens différents, mais qui ne sont pas toujours au courant de leurs différences. Alors souvent, en fonction de leur biographie, de leur vie, parfois aussi de leurs souffrances ou de leurs soucis, petits ou gros, ça dépend évidemment des profils et du contexte et de leur vie, mais ils ressentent quand même, ils ont une intuition, ils ressentent un sentiment de décalage, un sentiment de différence, ou alors ils se sentent un peu bizarres, un peu atypiques. C'est pour ça que le terme atypique parle aussi pas mal de bizarreries ou spéciaux. Ou alors, ce n'est pas forcément eux qui le ressentent, ils sont parfois même un peu inconscients par rapport à leur propre profil, puisqu'en fait, ils sont dans leurs chaussures et donc ils s'en aperçoivent pas beaucoup, et c'est un peu le but du diagnostic ou des premières étapes que je propose notamment avec les personnes qui en ont besoin, hein, qui sont concernées. Mais c'est parfois les autres, et c'est parfois l'entourage qui dit « Ah tiens, ce petit-là ou cette petite-là, à l'école ou au sport ou en famille, ah ben, elle est quand même un peu spéciale, quoi, où il est différent, il réagit différemment, il a des comportements un peu spéciaux, hors normes, bizarres, en décalage en fait. » Et tous ces synonymes, bon, ce sont tous des synonymes, et peut-être que certains vont plus vous parler que d'autres, en tout cas pour les personnes concernées, et pour ceux qui ne sont pas concernés, ça ne va juste pas vous parler. Mais il y a plus de gens qu'on peut l'imaginer en fait qui sont concernés, en tout cas moi je le pense, même si personne n'a testé toute la population mondiale, et je ne peux pas vous dire le nombre exact de neuroatypiques qui existent sur Terre, personne ne peut le dire, je pense, mais on peut faire des évaluations qui sont plus ou moins logiques, ou en tout cas enlever ce qui est le plus illogique ou le plus incertain, quoi. C'est ça un peu en sciences humaines et en sciences sociales, on fonctionne un peu à tâtons et on n'a pas la même approche ou la même épistémologie qu'en sciences dures. La question de l'évidence ou des preuves doit être abordée différemment, quoi. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc oui, la définition des neuroatypiques, c'est des gens qui se sentent en décalage, qui se sentent bizarres, étranges, qui sont hors normes, d'une manière ou d'une autre. Et on peut l'être sur certaines caractéristiques ou dans certaines parties de sa vie, et pas forcément dans l'autre. Alors qu'en fait, c'est une question globale d'identité. Donc, quand on est différent, c'est-à-dire quand on est neuroatypique, on l'est, c'est noir ou blanc, même s'il y a des sous-profils, hein, il y a des gens qui le vivent avec plus de puissance, plus d'intensité, d'autres qui le masquent aussi, hein, c'est la fameuse question du faux self, de la fausse identité, c'est-à-dire de la suradaptation des rôles des personnages qu'on se joue pour se suradapter. Mais donc, voilà, il y a différents ressentis. Et certains se sentent un tout petit peu en différence, d'autres se sentent beaucoup en différence, d'autres se sentent complètement comme des extraterrestres ou des aliens et ils ont l'impression d'être nés dans la mauvaise famille ou carrément sur la mauvaise planète. On me le dit quotidiennement en rendez-vous. Donc ça dépend un peu comment on l'a vécu, sa famille aussi. Et comme il y a une dimension génétique et en plus sociale, souvent ces profils-là s'attirent, pas systématiquement mais souvent. Eh bien, ça explique aussi le fait que dans certaines familles ou groupes de copains ou niches de la société, si vous voulez, vous avez des bulles dans lesquelles il y en a plusieurs, ou dans lesquelles, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre au début, mais dans lesquelles la norme est la normalité, du alpha privatif, anormalité. C'est-à-dire dans lequel, donc, des groupes de la population ou des familles dans lesquelles en fait il n'y a que des neuroatypiques ou une majorité,
Et donc, du coup, leur fonctionnement familial va être très différent du fonctionnement de la société dans son ensemble, dans lequel la répartition entre les neurotypiques et les neuroatypiques est beaucoup plus, est différente, en fait, quoi. Mais donc, voilà, bon, je ne vais pas m'emballer et partir sur tous les sujets non plus, mais les neuroatypiques, en gros, ce sont des gens différents. C'est des gens différents qui, 9 fois sur 10, ne l'ont pas encore conscientisé, et n'ont pas encore fait le travail dessus, parce que c'est quand même un sujet très nouveau, même si a priori ça existe depuis la nuit des temps, hein, mais on a même un peu des preuves chez d'autres types d'espèces, mais bon là je ne vais pas m'emballer trop vite parce que vous allez vraiment penser que je suis fou. Mais voilà, a priori il y en a plus qu'on ne le pense, mais beaucoup sont en faux self, ils sont dans des logiques de compensation, c'est inconscient, et la vie, ils ont parfois des sortes de filets de sécurité ou des mécanismes de compensation qui fait que ils ont réussi à se normaliser dans la norme de la population dans laquelle ils ont vécu, à l'école, au boulot, en famille, avec leurs copains. Mais il arrivera sans doute, ça dépend un peu de nouveau de la vie et de la perception de chacun, mais ils sont quand même pas tout à fait à la bonne place, dans le sens qu'ils n'ont pas tout à fait compris leur fonctionnement et donc qui s'entourent parfois de personnes qui n'ont pas le même fonctionnement qu'eux. Et donc, ça finit quand même toujours, ou souvent en tout cas, par ressortir, par faire écho, par venir à la conscience en se disant « mais putain, en fait, est-ce que je ne suis pas entouré de mecs qui ne fonctionnent pas forcément comme moi, qui sont des copains, mais peut-être pas des meilleurs amis, ou alors carrément des faux copains, ou est-ce que je ne me suis pas trompé quand même sur moi-même, est-ce que je ne suis pas quand même un peu différent, bizarre, en décalage ?» Et parfois, on ne s'en rend juste pas compte, quoi. Donc cette question, cette définition la plus simple possible de les personnes neuroatypiques, ce sont des gens qui se sentent différents et en fait qu'ils le sont, et c'est tout le début des démarches que je propose et qu'il faudrait proposer quand on fait une bonne approche pour ces personnes-là. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas de la plupart des pseudo-spécialistes qui s'en occupent, mais bon, soit. Mais donc c'est très simple, quoi. Donc c'est des gens qui se sentent en décalage, qui se sentent bizarres, hors normes, différents. Et ça peut être sur les émotions, le sport, à l'école. Il y a 1000 manières de l'être. Et en fait, ça touche la personnalité d'un point de vue global, en fait le système nerveux et même le code génétique. Mais on ne s'en rend pas toujours compte d'un point de vue global, c'est toujours une caractéristique ou deux au début où on se dit « Ah tiens, c'est vrai que c'est pas super commun d'avoir lu toute une bibliothèque à 6 ans. » quoi. Ça, c'est pour les profils, par exemple, très scolaires, etc., qui se reconnaîtraient dans les très mauvaises catégories du surdoué, du HPI. Mais il y en a plein d'autres où « Ah ben tiens, il est mauvais à l'école, etc., c'est même un cancre, il a peut-être même des problèmes de comportement, mais… c'est vrai que comportementalement et même kinesthésiquement en sport, il a vraiment un talent, ou même pas forcément un talent, mais une énergie extraordinaire qui diffère quand même radicalement de la plupart de ses copains de son âge, quoi. Et de fil en aiguille, on peut en fait mettre le nez sur la biographie de ce petit-là et se rendre compte qu'en fait, émotionnellement, il est aussi spécial, il est aussi très intense, il est aussi très empathique. Il souffre pour des choses qu'il ne devrait pas souffrir, il se met parfois trop à la place des autres, il fait trop de compassion, etc. etc. Et encore d'autres caractéristiques. Et en recoupant ces choses-là, on peut avoir en tout cas le feeling, l'intuition qu'il n'est peut-être pas tout à fait comme les autres enfants de son âge, quoi. Et même chose pour les adultes, et même chose pour d'autres profils. Pour des profils, par exemple, je n'ai pas d'exemple là comme ça, mais bon, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc ne vous braquez pas vraiment sur un profil, genre bon à l'école ou mauvais à l'école, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a des manifestations ou des représentations ou des profils qui vivent des vies tout à fait différentes. C'est pas toujours des premiers de classe ou c'est pas toujours des cancres. Il y a de tout, il y a même des gens moyens. Moi, j'étais moi-même moyen avec des résultats en dents de scie scolairement. Et c'est pas qu'une question scolaire, au contraire, c'est une question vraiment globale. Et ça touche les émotions, l'adaptabilité, les relations sociales majoritairement, mais aussi la scolarité, mais plus la façon de réfléchir, la façon de dessiner, la façon de penser, la façon de calculer quand on est en cours de mathématiques. C'est souvent des gens qui passent par d'autres moyens pour arriver à une même réponse, ou alors qui n'ont pas le développement et qui ont la réponse. En français aussi, il y a différents types de profils. Il y en a qui ont une très très mauvaise orthographe, d'autres qui en ont une très très bonne, mais qui se mettent une pression énorme. Et il y a plein de sous-profils, et ce n'est pas dans une caractéristique comportementale vraiment qu'on peut le définir. Enfin, je veux dire, dans un profil de bon élève, mauvais élève, etc., c'est plus dans un fonctionnement. Et on peut en fait avoir des profils qui sont en apparence contradictoires, voire très différents, mais qui ont un même fonctionnement et qui sont en fait tous neuroatypiques. Souvent d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans une même famille où tout le monde est concerné.
il y a des profils très différents et c'est ce qui peut poser des sous-problèmes. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la différence entre neurotypique et neuroatypique, c'est une différence entre neuroatypiques qui ont des profils différents dans une même famille et qui se prennent la tête déjà pour des choses sur lesquelles les neurotypiques ne se prendraient pas la tête, et souvent qui sont des choses qui sont propres à chacun de leurs profils et qu'il faut justement décortiquer. Mais ça, c'est ce que je propose en rendez-vous et dans ce suivi ou l'accompagnement que je propose pour les gens qui en ont besoin et qui sont concernés par la neuroatypie, quoi. Donc voilà un peu, de nouveau, c'est hyper fort en vrac, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est ma pensée en arborescence. Et mon cerveau fonctionne comme ça, de façon atypique, mais voilà, moi je l'aime bien, je l'ai même accepté. En tout cas, j'essaye de plus en plus, et ça fait déjà un moment que je suis sur le sujet, donc je l'ai relativement bien accepté, mais évidemment, je suis pas encore... Enfin, c'est le travail aussi de toute une vie, donc voilà, il n'y a pas un moment où on y arrive, et puis basta, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est aussi une pensée, on pourrait dire une pensée créative, ou en tout cas qui est constamment un peu en action, qui rebondit sur elle-même, ou qui fonctionne de façon créative, c'est-à-dire en faisant un lien, un autre lien, un autre lien. Je pense que vous avez remarqué un peu comment je fonctionne. Voilà, c'est une autre caractéristique d'ailleurs, mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un peu des autres caractéristiques. Mais la caractéristique la plus importante, c'est dans le terme, en fait, hein, dans neuroatypie, ben, c'est un système nerveux de neuro, hein, qui est atypique, c'est-à-dire qui est différent, bizarre, spécial, en décalage, hors norme, un peu différent, etc. Et souvent, les gens qui sont concernés ont un peu des intuitions, un feeling, un départ, mais même pas tous, parce que, comme je vous l'ai dit, certains sont dans une telle suradaptation ou un tel faux self, qui sont dans une... C'est comme une sorte de déni, en fait, hein, ils n'en sont même plus conscients, alors qu'en fait, ils le sont. Et c'est pour ça que les premiers rendez-vous du suivi ou de l'accompagnement, ce que j'appelais avant l'évaluation qualitative, et pas quantitative, comme l'est le QI ou toutes ces autres conneries, passait par, en fait, revoir un peu son passé et sa biographie pour pouvoir vraiment avoir le cœur net, sur qui on est, / quel est notre fonctionnement par rapport à tous les événements passés qu'on a pu vivre. Et en fait, ça coule de source et ça se voit, ça se comprend de façon beaucoup plus facile quand on étale un peu sa biographie en 1 heure de temps avec un psychologue ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Malheureusement, ça court pas les rues. Bon, voilà, je m'arrête là. Je pourrais encore m'emballer pendant longtemps, mais voilà un peu l'idée, en tout cas pour cette vidéo. Je pense que vous l'avez compris un peu, je ne veux pas me précipiter sur ce sujet, parce que c'est un peu le sujet où j'ai gros, quoi. J'ai beaucoup à perdre. Enfin, non, il ne faut pas trop le voir comme ça, mais je veux dire, c'est le domaine que je connais le moins mal, quoi, la psychologie au sens large, et puis encore spécifiquement la psychologie des personnes neuroatypiques, des personnes différentes, spéciales, bizarres, HP ou pseudo-HP, hypersensibles, etc. Ben voilà, quoi, je trouve ça cool et je suis content que mon envie vienne, se manifeste de plus en plus de vouloir vous partager ce genre de choses et ce sujet qui est en fait central dans ma vie, en fait, hein, puisque c'est mon fonctionnement, c'est qui je suis, et c'est aussi mon boulot principal, et de mettre petit à petit de côté, ou en tout cas de relativiser et de pondérer un peu les vidéos sur le sport, l'alimentation, la nutrition, ou d'autres choses un peu plus périphériques pour moi, selon mon expertise, si on peut appeler ça comme ça, et d'attaquer des choses un peu plus... un sujet un peu plus central, quoi. Enfin voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou des choses qui ne sont pas claires, franchement, mettez-le en commentaire, n'hésitez surtout pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est un sujet tellement vaste, dans lequel j'aimerais vous partager tellement au début, en une vidéo, qu'il faut déjà bien que je m'arrête là maintenant, et je vais m'arrêter, vous inquiétez pas. Et aussi qu'il faut que j'ai un minimum de structure, même si c'est compliqué pour moi, je pense que vous l'avez compris, quoi. Mais donc voilà, bon, je m'arrête là. Ça fait déjà trop longtemps que je parle. Je vais éditer la vidéo et vous la poster le plus rapidement possible. Et puis voilà, quoi. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien. Et puis de nouveau, là, ça n'a pas forcément à voir avec les neuroatypiques. Oui, mais pas que. Moi, je crois vraiment que si je devais noter qu'un ingrédient essentiel dans la vie, et notamment pour faire des démarches psychologiques, mais plus généralement pour être bien avec soi-même et être heureux, en fait, hein, ce qui est quand même la base, c'est l'ouverture d'esprit, mais je dirais plus l'ouverture d'esprit sur soi-même, c'est-à-dire pouvoir se remettre en question ou envisager parfois d'autres grilles de lecture ou d'autres choses.
Donc, je ne dis pas du tout ça pour prêcher dans ma chapelle, hein. Au contraire, il faut vérifier les choses et ça doit toujours être vérifié et validé par les personnes concernées, hein, notamment la neuroatypie. Mais voilà, pour les personnes qui ont un peu une intuition, un départ de feu, quoi, une étincelle, mais qui se diraient, qui se construiraient plein d'arguments en mode ah ouais, non, ça c'est pas moi, ou ça c'est des gens intelligents, ce que ça n'est pas, je vous le dis honnêtement. Mais où on peut se construire plein d'excuses quand on n'est pas encore tout à fait prêt à aborder la chose ou à l'accepter et à faire ces démarches un peu de compréhension de son fonctionnement et de son identité, hein, pour s'accepter soi-même et être en vrai self, ce qui est le but de mon boulot et de ma vie personnellement. Ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc faire preuve d'ouverture d'esprit, de remise en question, ou surtout un peu d'audace aussi, hein, de pouvoir envisager les choses de façon différente, parce que je suis bien conscient que la différence, ou le fait d'être différent, c'est vraiment un lourd sujet. Moi, je l'ai vécu, et à l'époque, c'était pas facile, je refusais même l'idée. J'ai mis des années et des années, d'ailleurs, à pousser la porte d'un spécialiste ou de faire les démarches pour me diagnostiquer, quoi, ou pour comprendre que j'étais différent, quoi. Bon, donc voilà. Donc franchement, suivez votre intuition. En tout cas, moi, c'est ma boussole, et je pense que ça vaut pour beaucoup de gens, et surtout pour les neuroatypiques. Donc si vous avez un feeling ou d'une manière ou d'une autre, ouais, forcez pas les choses non plus, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique ou trop vite, mais ça sert à rien de repousser non plus, et avec une petite dose d'audace et d'ouverture d'esprit, on peut parfois gagner du temps et aller mieux, quoi. Mais vraiment, c'est le rythme de chacun, quoi. Il s'agit surtout pas, encore plus sur ces genres de sujets, de forcer les choses, d'aller trop vite, ou même ouais, de pousser à un diagnostic ou à un quelconque travail d'ordre psychologique si la personne n'est pas prête. Ça n'a strictement aucun sens, quoi. Bref, je m'écarte encore du sujet, donc enfin, vous avez compris mon fonctionnement, quoi. Bon, allez, bon après-midi et à très bientôt. Ciao, ciao.